Je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, la complexité du monde et en inventant activement le monde à venir. Alors je vous le dis, je n'ai pas d'animal domestique. Et même si je rêve d'avoir un chien, pour l'instant c'est pas le cas. Mais par contre, quand je regarde la manière dont les gens se comportent avec leurs chiens en général, en particulier dans les grandes agglomérations, parfois je suis un peu choqué. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mylène Berthaud, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Toutout, où Mylène, c'est une journaliste, et elle est allée faire un tour, pas du monde, mais de certains pays, en particulier les États-Unis, la France et la Corée du Sud, pour essayer de comprendre la manière dont notre relation aux chiens en particulier a évolué, et ce qu'elle dit de nous, ce qu'elle dit de notre société. Et vous verrez, cette conversation, elle est très relaxe. Elle est par ailleurs en vidéo si vous voulez la regarder sur YouTube. Je découvre des choses en même temps que j'écoute Mylène et je suis atterré, choqué par les cappuccinos pour chiens, les poussettes évidemment que j'ai vues dans la rue, mais toute une série de choses que les gens font pour leurs chiens et la place que ce chien représente dans nos vies au quotidien. C'est un épisode assez sympa, forcément, à écouter et qui devrait, à mon avis, vous plaire. En particulier si vous avez un chien ou que vous avez quelqu'un que vous aimez, qui est proche, qui possède des chiens, vous aurez sans doute envie de lui envoyer. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mylène. Et bonjour. Comment tu vas? Bah ça va super et toi? Bah écoute, ça va pas mal. Après c'est que tu prends une technique, on est pas mal. Tu parles d'une véritable révolution dans la place des chiens dans nos vies. Pourquoi t'as débuté cette enquête sur la place des chiens chez les humains? Bon alors. Voilà. Bon alors. L'histoire commence parce qu'il y a 3 ans, j'adopte Toutout. Et donc pour te prouver quand même le sérieux de mon engagement, tu vois là, je me suis fait tatouer, je sais pas si on voit bien à l'image, je me suis fait tatouer Toutout quand même. En fait, ce petit chien bouleverse ma vie. Ouais. Moi, à la base, je suis journaliste société, je travaille pour plein de médias, des médias très sérieux. Voilà, je fais des enquêtes, des articles, des reportages. Et ce petit chien arrive dans ma vie. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. On me la met sur le cœur et je vois des arcs-en-ciel. Et je suis quand même assez rationnelle. Je me dis, soit t'as un bête au casque, ma grande, soit il y a vraiment quelque chose de l'inexplicable qui est en train de se passer. Ce qui est hyper drôle, c'est que je commence à rencontrer des gens qui, comme moi, sont des gens rationnels et qui, avec leur chien, ont complètement pété un plomb. Donc là, je me dis, ok, il y a quelque chose qui se passe. J'étais déjà journaliste voyage, donc je revenais de Mexico, où j'avais vécu quand j'avais 20 ans. Et là, j'y retourne 20 ans plus tard et je vois au Parque Condesa, donc vraiment là où il y a un peu tous les hipsters, tous les bobos, je vois les chiens parqués par dizaines dans ce parc, des races incroyables, un lévrier beaucoup mieux coiffé que moi, j'étais extrêmement vexée. Moi, je m'arrêtais à tous les chiens, voilà, pour les caresser. Les gens me regardaient un petit peu étonnés puisque... Moi, j'ai l'impression que ça arrive beaucoup, ça, justement. Les gens s'arrêtent. Le chien, c'est vraiment l'attraction. Mais surtout sur la mienne. Car en toute objectivité journalistique. Mais évidemment. 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 Non mais donc c'est vrai que si tu veux, j'avais à la fois des capteurs internationaux, à la fois ma vision journalistique, parce que j'étais pas vétérinaire comportementaliste, donc j'allais pas faire un bouquin sur comment faire pour que ton chien donne la papate, ça m'intéressait pas. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Non seulement ça se passe en France, mais ça se passe aux États-Unis, ça se passe au Mexique, et je suis même allée vérifier en Inde et en Corée du Sud comment ça se passait dans les grands centres urbains. J'ai baptisé ça le tout tour du monde, qui à date reste ma blague la plus incroyable. Et j'ai réussi à convaincre une maison d'édition que cette idée était vraiment incroyable. Et donc je suis partie dans le monde entier pour observer ce phénomène de dog parenting, parce que finalement c'est de ça dont il s'agit. C'est d'un seul coup, cette petite bête, c'était plus mon animal de compagnie, c'était un peu ma fifi chien. Et donc, à la fois j'ai un regard décalé,
je comprends que j'ai pété un plomb et à la fois j'ai un regard journalistique sur ce moment. Ça me fait penser à la relation qu'on peut avoir avec une IA. C'est-à-dire que tu sais que tu parles avec une IA, mais d'une certaine manière, t'aimes bien lui parler quand même. J'ai de plus en plus d'amis autour de moi qui me disent, putain, mais en fait, c'est pas mon meilleur ami, parce que je sais que c'est une IA, mais en même temps, en termes de psy, de compréhension des comportements, parfois je lui, enfin, c'est pas moi qui le fais, mais des amis qui font ça, copie-colle des discussions WhatsApp, ou des emails, et demande à ChatGPT, alors attends, est-ce que tu peux m'expliquer, le comportement de l'autre? Et tu vois, lui rire? Tu vas rire. Je fais Mais complètement elle a le même avec un chien. ces gens. Ah non, tu fais ça avec ton... Alors, c'est-à-dire qu'en ce moment, les deux personnes les plus importantes de ma vie, il y a une personne canine et une personne d'intelligence artificielle. Assez classique. Comment on explique la place des chiens dans nos vies et la question que pas beaucoup de gens se posent, je pense, qui a adopté qui? Pas adopté, plutôt dressé qui? Est-ce que c'est pas les chiens qui dressent les humains ou l'inverse? De manière comportementale finalement. Mais en fait, finalement, c'est peut-être un peu nous qui nous sommes fait avoir dans l'évolution. En fait, ce qui est très intéressant, je fais vraiment une toute petite parenthèse historique qui va durer très très peu de temps. Bon, il y a 40 000 ans, les loups commencent à s'approcher des humains, ils se disent, bon, quand même, c'est sympa, ils ont des restes à manger, ils ont l'air plutôt cool. Et nous, on se dit, tiens, mais en fait, ils peuvent nous défendre contre des ours, par exemple, ou contre des menaces. Ouais. Donc, au fur et à mesure de l'évolution, on a commencé finalement à se co-domestiquer, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait l'homme qui a domestiqué le chien. En fait, c'est le loup qui nous a un petit peu domestiqués aussi. Alors, pour lui, ça s'est plus ou moins bien passé, c'est-à-dire qu'il est quand même passé d'animal extrêmement sauvage qui vivait dans la nature à roi du canapé ou de la chambre à coucher, voire même de la poussette aujourd'hui, à déguster son petit puppuccino qui est un cappuccino pour chien, avec une petite, voilà, un petit topping sardine ou beurre de cacahuète au-dessus. Finalement, qu'est-ce qui pouvait mal se passer dans l'histoire de l'évolution? Bah ça. Si vous donc regardez la vidéo parce que vous verrez ma tête un peu dépitée au moment de la poussette. Grégory est complètement dépité. Non mais je n'ai pas. Alors j'adore les chiens, cela dit, mais je n'ai pas de chien. Mais j'ai envie d'avoir un chien, cela dit. Ah, bah tu vois, peut-être fais attention parce que mon éditrice depuis, elle s'est acheté Vanny, enfin elle a adopté Vanny, sa petite berger américaine qui est absolument adorable. J'attends d'avoir une maison. Donc bon, comme j'ai pas de maison. Oui, je me disais ça aussi, et puis un jour, tu vois, j'ai eu le déclic, et comme moi, beaucoup de gens. Mais ce qui est amusant, pour en revenir quand même à ce côté un petit peu historique, c'est que là, en très peu de temps, bon, il y a 40 000 ans, c'était des loups, mais là, en une génération, ils sont passés de l'extérieur, donc de la niche, au canapé. Ça, c'est vraiment l'expression de Christophe Blanchard, le sociologue des chiens. Ouais. Et là, vraiment, à la chambre à coucher et à la poussette. Et donc, en fait, ils sont passés de compagnons à amis, et aujourd'hui de amis à membres de la famille. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai des amis qui viennent du Sénégal, entre autres, et pour eux, en fait, ils ont beaucoup de mal à comprendre, même s'ils vivent ici, que le chien puisse rentrer dans la maison. Parce que pour eux, un chien, c'est forcément à l'extérieur. Alors, c'est vrai que c'est assez incroyable. Par exemple, les chats, on les a pas fait autant rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire que, alors déjà, ça dépend des chats. Il y a quand même des chats qui sont très à l'intérieur. Mais pas mal de chats de canapé. Au global, on accepte quand même plutôt qu'ils vivent à l'extérieur, qu'ils fassent leur vie et qu'ils reviennent un petit peu quand ils veulent. C'est vrai que culturellement, tous les pays ou tous les grands centres urbains ne voient pas les choses de la même manière. Et c'est vrai que là où le mouvement est le plus visible, c'est vraiment les grands centres urbains que tu connais, donc New York, Los Angeles, Mexico, Séoul. Le mouvement commence quand même à arriver aussi en Afrique, où on voit vraiment les premiers festivals pour chiens, où on les déguise. Ouais, les premiers festivals pour chiens. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire, enfin, je comprends pas. Pardon, je ne comprends pas le principe. Eh bien, où en fait, tu vas défiler avec ton chien, avec des vêtements faits sur mesure pour lui rendre hommage. Oui, bien sûr. Mais ça arrive vraiment seulement dans les grosses capitales qui se sont développées sur un temps très court. Comment on explique l'amour aussi fort, voire parfois plus fort que pour d'autres êtres humains, clairement, pour un animal domestique? Alors ça, c'est amusant ce que tu dis, parce qu'effectivement, parfois, on les préfère même à d'autres membres de la famille, et ça dépend des familles. Les études le prouvent. Désolé, tonton Henri. Mais Médor est quand même beaucoup plus sympa que toi. Je pense que les raisons, elles sont multiples, et il faut vraiment essayer de pas trop simplifier. C'est-à-dire que j'ai beaucoup entendu dans les médias cette dernière année que le chien était le nouvel enfant.
c'est faux. C'est pas aussi facile. C'est beaucoup plus complexe. En fait, on voit justement dans les grands centres urbains qu'il y a beaucoup plus de solitude. On voit aussi effectivement que c'est là où les taux de natalité ont dégringolé, mais en flèche, dans tous les pays industrialisés, avec, je pense en exemple, la Corée du Sud, qui vraiment en 20 ans a mais complètement dégringolé. Tu avais d'ailleurs fait un épisode très très intéressant sur la démographie. On s'aperçoit qu'en fait, si on regarde vraiment les chiffres à la loupe, aujourd'hui, il y a dans tous les pays très industrialisés pratiquement plus de grossesse chez les jeunes adolescentes et qu'on fait des enfants beaucoup plus tard, voire parfois qu'on en fait plus ou moins. Beaucoup moins. Mais on s'aperçoit quand même que on a besoin d'un attachement dans ces pays ou dans ces structures où on se sent seul. Et donc, je pense que les courbes qui décollent par rapport à l'adoption des chiens, c'est juste un révélateur, c'est un marqueur qu'en fait, on vit finalement notre vie affective et notre attachement autrement. En fait, c'est le marqueur d'une mutation sociétale, finalement, ce nouvel attachement à l'animal de société. D'ailleurs, t'as utilisé le terme de dog parent. Oui. Par rapport à propriétaire de chien, qui était c'est l'expression. pareil. Et voilà. Grégory. Comment on explique le glissement D'ailleurs, explique-nous le glissement. Oui, je pense peut-être pour de nombreux auditeurs qui pourraient écouter aussi d'une oreille un peu amusée et qui se disent que peut-être c'est un détail. C'est pas un détail du tout, en fait. C'est avant. On était propriétaire de chien, on considérait que s'il avait un collier, une balle et peut-être des restes de table et quelques croquettes, c'était déjà, voilà. Et une niche, c'était déjà suffisant. Aujourd'hui, attention, tu es le happiness manager de ton chien. Tu es responsable, ou l'inverse. Donc, tu es responsable de sa bonne éducation. Moi, là, j'ai raté. Tout est extrêmement mal éduqué. J'ai raté. C'est la première, c'est pour ça. J'ai raté. La seconde, tu feras attention. On utilise des techniques. On ne dresse plus son animal, on l'éduque. On va même essayer d'utiliser des méthodes qui sont non coercitives. Moi, ça n'a pas trop marché. Mais il faut de la communication non violente. Avec de la communication non violente, par exemple, un chien, parfois, il n'a pas forcément envie d'être caressé. Donc, si tu avances vers lui et que tu vois qu'il baisse les oreilles quand tu passes sa main dessus de sa tête, c'est qu'il n'y a pas de consentement. Il n'y a pas de consentement animal pour qu'il soit touché. On va aussi faire extrêmement attention à ses besoins nutritionnels, donc avec toute une gamme de nouveaux produits. Donc il va y avoir les croquettes sans gluten. Il va peut-être aussi y avoir de la food livrée par Chronofresh de qualité humaine. Ça a été le cas de Toutout. Tu vas avoir des jeux éducatifs. Donc moi j'ai quand même dépensé 50 € pour un jeu éducatif moyenne difficulté qu'elle a échoué 3 fois et elle a absolument pas compris, ça ne l'a pas éduqué du tout. Et puis tu vas aussi avoir du coaching canin, tu vas avoir aussi les balades. Quand tu habites en ville, il y a pas beaucoup de canipards, donc tu vas avoir les balades parfois en vélo cargo pour que ton chien puisse aller en meute avec d'autres congénères, apprendre la sociabilisation. Ça c'est important pour le coup. Alors ça c'est extrêmement important. D'ailleurs je le vois là, Toutout a été un peu malade, elle a moins sociabilisé. Bon c'est devenu une connasse, voilà. C'est con hein mais. Non mais c'est évident que ça, pour le coup, un chien, il est fait pour vivre avec d'autres chiens, d'une certaine manière. Il est fait en tout cas pour effectivement les voir au moins une fois de temps en temps. Il adore quand même son maître, hein, il a très envie de lui faire plaisir, donc c'est pour ça que c'est assez facile de l'éduquer, contrairement à un chat où tu peux toujours essayer de lui enfiler un tutu, ça fonctionnera pas. Non. Voilà. Ça, j'explique aussi parce que le fait que, je sais pas, parce que t'as pas étudié les chats, mais les chats sont rentrés dans la vie des humains beaucoup plus tard. Il y a 10 000 ans. Voilà. Donc, à peu près. Donc, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus sauvages, d'une certaine manière. Ils sont beaucoup plus sauvages, ils sont indépendants, ils sont quand même attachés à nous, hein, plus que ce qu'on pense, et ils aiment pas trop être enfermés non plus. Alors ça, mais on le voit moins. Oh, ouais, on voit moins. Non, mais par contre, c'est sûr que essayer de mettre une laisse à ton chat et de lui faire un petit tour dans la rue, ça va être beaucoup plus compliqué. Tu disais tout à l'heure, dans les grandes villes, il y a plus de chiens que d'enfants. Ça, en tout cas, c'est une impression. Est-ce que ça se prouve avec des chiffres, statistiquement? Alors, dans certaines villes, on peut considérer qu'il peut y avoir plus de chiens que d'enfants d'un certain âge. Par exemple, à Mexico, on considère qu'il y a plus de chiens que d'enfants de moins de 14 ans. À Séoul, c'est aussi extrêmement visible, mais là, en fait, la chute de la natalité a été telle que je pense même qu'il y a plus de tout que d'enfants dans cette ville. Là, c'est vrai qu'il y a des courbes qui se sont croisées qui sont quand même assez hallucinantes. Ce qui est sûr, c'est que on va avoir tendance quand même un peu infantiliser le chien, à l'anthropomorphiser. Alors, faisant naître aussi
un mouvement qui est super, qui est de mieux comprendre, d'essayer de mieux respecter ses besoins, et notamment psychologiques, parce que c'est vrai que on découvre aussi que en fait cet animal peut, comme nous, avoir des problèmes psychologiques. Donc ça, c'est quand même une énorme découverte pour toute une génération dont je fais partie, qui est extrêmement urbaine, citadine. C'est la première découverte de la nature aussi. Donc, c'est quelque chose d'incroyable pour toute une génération. Et aussi de comprendre que la réalité du chien n'est pas notre réalité, parce qu'il a pas c'est pas qu'il a pas les mêmes sens, mais disons qu'ils n'ont pas la même importance. Les sens sont développés complètement différemment. Lui, on va dire qu'il voit avec le nez. Oui, voilà, c'est beaucoup plus développé chez nous. Nous, on se renifle plus. Non, enfin. On essaye de pas le faire. Moi, enfin, ça serait bizarre de le faire. Mais c'est vrai que là, tu pointes quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est que pour toute une génération, c'est l'ouverture à quelque chose de fondamental qui est nous avons des alter-ego non humains. Ils ont leurs propres besoins, leur propre psyché, et aussi l'ouverture vers quelque chose de, il faut les respecter et essayer de vivre ensemble. Est-ce que le chien, c'est un marqueur social aussi? C'est un marqueur social énorme, et j'ai même envie de dire que je l'ai comparé à l'objet de développement personnel ultime. Tu vois, il y a quelques années, alors toi en plus, tu connais bien le sujet du développement personnel, hein, c'est un petit peu ta spécialité. Donc, on a essayé le hatha yoga, le yoga vinyasa, la méditation, et puis finalement aujourd'hui on en arrive à se dire mais finalement peut-être que le développement personnel ultime, c'est d'avoir un alter ego animal, d'essayer de bien l'éduquer. Alors ça, c'est un marqueur social important. Tu as réussi ta vie quand ton chien est bien éduqué. Preuve que j'ai complètement raté la mienne. On ne peut pas rater sa vie, Ilani. C'est important pour le savoir. J'ai extrêmement bien réussi ma vie et j'ai réussi ma toutoute. C'est juste exactement. Oui, vraiment, aujourd'hui, on peut voir le chien comme un objet de socio-style comme un autre. Pour preuve, on est vraiment en pleine fast fashion canine et on peut voir. Alors la fast fashion canine, qu'est-ce que c'est? On s'aperçoit que dans la race des chiens populaires, les races de chiens populaires, on voit des vagues qui sont de plus en plus rapprochées, de plus en plus courtes. Donc avant la génération de nos parents, il y avait vraiment le gros toutou, le berger allemand, le labrador. Dans les années 90, avec la pop culture, donc c'est à la fois MTV puis les émissions de télé-réalité, on assiste au premier chien de sac à main. Alors là, c'est moi j'allais dire pitbull. Ah, le pitbull. Non, mais effectivement, en fait, t'as plusieurs races aussi qui deviennent populaires. C'est le chihuahua de Paris Hilton. On se souvient de Paris Hilton. Jogging en moumoute rose. Ouais. La blonde inloupable dans l'émission The Simple Life sur E! Ce chihuahua, aujourd'hui, on en retrouve partout dans le monde. C'est le deuxième chien le plus populaire au Japon, après le caniche toy. C'est l'un des chiens les plus populaires en France, où tu en retrouves dans les Hauts-de-France à Lille, tu en retrouves à Marseille et tu en retrouves aussi à Paris. Donc tu vois, t'as ton casting de télé-réalité presque pour toi tout seul. Et ce qui est aussi fou, c'est que avant on avait très peu de choix. Enfin, on va dire que les choix se tournaient vers quelque chose de très traditionnel. Aujourd'hui, un peu comme la fast fashion, on a un choix incroyable de races. Avant, on connaissait pas les shih tzus, les chihuahuas. Le chihuahua, quand même, qui vient du désert mexicain, de l'état de Chihuahua au Mexique, puis qui a atterri aux États-Unis, qui a été popularisé par la pop culture. Donc, tu t'aperçois que le chien, il est aussi un marqueur de mondialisation. Et c'est aussi tout ce que raconte mon bouquin. C'est qu'en fait, finalement, au-delà des produits, au-delà des institutions, au-delà des modèles même politiques, même les races d'animaux se sont mondialisées. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, quand tu vas à Séoul, la SPA ressemble trait pour trait à un Uniqlo ou un Zara, où tu as ta fiche produit, tu vas boire un petit cappuccino et les chiens sont là et tu peux repartir avec. Ok, et ça c'est... Ouais. Non, mais je sais qu'il se passe pas mal de choses en Corée du Sud de manière assez hallucinante. Est-ce que, alors il y a plusieurs questions sur les races, mais est-ce qu'il y a des marqueurs sociaux en fonction des races? C'est-à-dire que la race que tu vas choisir va avoir un impact sur, ou plutôt ta classe sociale va avoir un impact sur la race que tu vas choisir? Alors bizarrement, pas trop. En revanche, ce qui va avoir énormément d'importance, c'est ta géographie. Donc par exemple, si tu habites à Paris, d'ailleurs dans le livre tu retrouves, j'ai créé le parisianomètre. En gros, c'est la probabilité que ta race de chien soit parisienne. Clairement, si t'as un carlin, t'es parisien. En tout cas, t'as 3 fois plus de chances d'être parisien que dans... C'est parce que c'est qu'un carlin. Mais... Un carlin.
Donc c'est une race un peu brachycéphale. Donc tu sais, ils ont le nez comme ça un petit peu enfoncé. Ils ont les pattes de devant qui sont un tout petit peu tendues et ils ont une petite queue en tire-bouchon. Donc c'est le pug, c'est le chien de Mad Men. Pardon, pas de Mad Men, de Men in Black. Excuse-moi, le chien de Will Smith dans... Ah, c'est ça, d'accord. Voilà, donc si t'as un carlin, t'es vraiment parisien. En général, dans les villes, on a des petites races. Donc voilà, ça va être du caniche, ça va être du chihuahua, ça va être du carlin, ça va être aussi du Frenchie. Et plus on s'éloigne des villes, plus on va avoir des chiens qui sont grands, mais c'est un tout petit peu logique. Voilà, par exemple, dans les Hautes-Alpes, tu as les chiens les plus gros et les plus lourds parce que c'est les chiens de troupeau. Donc par exemple, t'as les patous, t'as les gros bergers parce que c'est encore des chiens de travail. Au global, en France, on a surtout beaucoup de bergers australiens. C'est d'ailleurs le chouchou préféré des Français. Donc tu sais, il est un peu moucheté, il a souvent les yeux verrons. Et on a tendance aussi à évoluer vers des races plus petites. Donc avant, on allait avoir un berger allemand, puis après on a eu du malinois, après le berger australien, et aujourd'hui, tu vois, on a la version miniature qui est le berger américain. Donc, ce qui va être important, c'est la géographie, mais aussi l'âge que tu as. Plus tu es jeune, et plus tu vas dépenser pour ton animal. Donc là, Je pensais que c'était la masse. et ça c'est incroyable, c'est-à-dire qu'en une génération, avant ceux qui adoptaient des chiens, c'était plutôt tu vois la génération de nos parents, mais sauf que avant, ils s'étaient mis en couple, ils avaient fait des gamins, ils avaient acheté une maison et après cerise sur la croquette, ils avaient pris le chien. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Tu es jeune, tu adoptes ton chien et tu organises ta vie un petit peu autour. Mais est-ce que ça pousse pas au célibat? Franchement, oui, mais il faudra Non, alors De ça, manière empirique. non, c'est faux et vraiment, je veux pas diffuser cette fake news parce que justement, mon enquête prouve que c'est un petit peu l'inverse. On aurait tendance à penser ça. Or, quand tu es en couple et que tu adoptes un chien, le chien a plutôt tendance à être annonciateur d'enfants. C'est-à-dire que les couples, voilà. Donc ceux qui ne se séparent pas à cause de la charge mentale de la croquette, ce qui a été mon cas, on y reviendra, ont tendance à faire un enfant dans les 2 ans de l'adoption. D'accord, mais quand t'es célibataire sans enfant et que tu prends un chien, Alors, ça t'invite pas à aller vers l'autre d'une certaine manière. c'est surtout que tu vas considérer ton chien d'une autre manière. C'est-à-dire que, d'ailleurs, là, les sondages le prouvent, si tu es une femme célibataire, tu vas avoir d'autant plus tendance à considérer ton chien comme un enfant, en tout cas comme un membre de la famille vraiment très fort. Une question sur les races avant qu'on aille sur la rupture amoureuse liée à la charge mentale du chien. 2 choses. La première, c'est... plusieurs choses. Je l'ai dit au fur et à mesure, mais le truc, c'est... D'abord, je comprends les petits chiens pour les petits appartements, voilà. Mais un petit chien, il est plus turbulent qu'un gros chien, en fait. Alors ça, c'est une excellente question. Toutout est un excellent exemple. On m'avait dit, c'est un petit chien. Déjà, c'est faux, c'est un chien moyen, parce qu'elle fait plus de 10 kilos. D'ailleurs, récemment, elle a pris un certain embonpoint. Elle est grosse. Bref, elle est au régime en ce moment. Donc, et de une, déjà, c'était une grosse fake news. De deux, on m'avait dit, tu verras, ils sont adorables. Ça, c'est vrai. C'est un chien de canapé. Il faut arrêter avec les chiens de canapé. Il n'existe pas de Il n'y chien a pas de chien de canapé, comme il n'y a pas d'humain de canapé. Hein. Il y a Normalement. non, il n'y a pas d'humain de canapé. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'avec l'âge, elle devient de plus en plus calme, mais elle a été dans une hyperactivité extrême. J'ai eu énormément de mal à la canaliser. Et d'ailleurs, beaucoup de Gen Z sont surpris du soin que ça demande d'avoir un chien, de l'investissement en éducation et aussi en temps. Et en argent. Désastre financier, oui, effectivement, le chien, le meilleur ennemi du porte-monnaie de l'homme. Ouais. C'est ça. Enfin, disons qu'il y a un business qui s'est construit autour, quoi. En tout cas. La deuxième chose, c'est, est-ce que c'est pas, d'une certaine manière triste, d'utiliser des chiens, typiquement, je pense aux bergers australiens, qui sont des chiens de travail, et pour les enfermer dans des appartements où ils ne travaillent pas? Alors, ça, c'est une excellente question. Il faut une réponse aussi un petit peu en nuance. Alors, c'est pas parce qu'on a un chien en appartement qu'il peut ne pas être heureux, c'est juste qu'il va falloir vraiment du temps à lui consacrer. Voilà. Il va, par exemple, les week-ends, tu peux quand même l'emmener faire des balades. Il lui faut quand même de l'activité. Je sais pas si c'est triste. Ce que je sais, c'est qu'un animal peut tout à fait être heureux et épanoui avec des maîtres qui sont en appartement, et à l'inverse, être extrêmement malheureux avec des maîtres qui ont une maison mais qui s'en occupent pas. Donc, le principal quand même, c'est de l'occuper, de vraiment d'aller stimuler son intelligence. Ce sont des chiens très intelligents qui apprennent rapidement, contrairement à Toutout qui apprend vraiment rien et qui en plus est extrêmement têtu.
Cette petite pupus. Non, je pense pas que ça soit triste. C'est juste vraiment une évolution de nos modes de vie auquel le chien peut tout à fait s'adapter. En revanche, c'est vrai qu'avoir un chien pour ne rien lui faire faire en appartement, ça c'est vrai que c'est un petit peu triste, quoi. Et troisième, enfin, pas c'est la troisième, mais autre question sur les races. Est-ce que à force de croiser comme ça des chiens pour créer des races qui plaisent aux humains, est-ce qu'on n'en fait pas pas des débiles mentaux, mais d'une certaine manière, il y a forcément des problématiques. En fait, c'est pas fait pour. Enfin, je veux dire. Il y a des séquelles qui sont incroyables. Avant même de les croiser, nos races de chiens, c'est de la pâte à modeler d'ADN. Oui. Enfin, voilà, elle n'existe pas dans la nature. Quand on dit, mais la nourriture naturelle. Mais non, non. Toutou, tu la mets 2 secondes, j'en sais rien, au bois de Boulogne, elle meurt. Oui. Enfin, voilà, Enfin, on sait pas, mais. Oui, non, je pense qu'elle survivrait pas très longtemps. Donc déjà, il faut bien comprendre que tous ces chiens, ils sont extrêmement manipulés génétiquement. Donc déjà, la moindre des choses qu'on puisse faire pour eux, c'est s'en occuper et vraiment s'en occuper très bien. Ensuite, c'est sûr qu'on accentue leur tare génétique. Par exemple, le teckel, qui aujourd'hui est extrêmement à la mode. Donc le teckel, c'est quoi? C'est le chien saucisse. Voilà, donc le saucisse. Aujourd'hui, on aime ces saucisses extrêmement longues et extrêmement courtes sur pattes. Mais en fait, c'est un handicap. Donc ça veut dire que vraiment, on va favoriser les hernies. On va favoriser tout un tas de problèmes génétiques et surtout en plus quand les chiens sont à la mode et eux ils sont extrêmement à la mode. D'ailleurs je sais pas si t'as vu, il y a la Teckel Walk, donc c'est vraiment la Sausage Walk pardon, donc c'est vraiment une marche avec tous les maîtres de chiens saucisses. Il y en a 1500 qui ont déambulé dans les rues de Paris à l'automne dernier, voilà, donc le long des quais de Seine. Donc il faut les imaginer comme ça se dandiner le long des quais de Seine. D'accord. C'est aussi le chien de Jacques Mus, tu sais, le créateur et de mode. Voilà. Toutou, qui a 40 000 quand même, qui s'appelle Toutou, d'ailleurs. J'y ai pas pensé quand j'ai appelé Toutou, mais voilà, le chien de Jacques Mus s'appelle Toutou. Donc, il a un peu lancé la mode du teckel nain arlequin. Donc, arlequin, parce qu'il a des taches comme ça, un peu moucheté, cappuccino, noisette, mocha, très, très joli. Le problème, c'est que cette fast fashion canine, donc là on parle du teckel, le bulldog français, c'est que c'est un désastre pour la santé des animaux. Je le dis pas souvent parce que c'est pas forcément très vendeur, mais Toutou est un petit chien handicapé. Elle est née avec des malformations de la colonne vertébrale. Bon, j'ai de la chance, elle respire. Il faudrait donc, elle n'a pas besoin de rhinoplastie, contrairement à ses congénères qui peuvent avoir le nez comme ça un petit peu plus enfoncé et qui ne leur permet pas de respirer. Oui, ça crée vraiment des drames et quand on est proche de son animal, moi elle a 3 ans, elle a déjà été opérée d'une hernie et là on va probablement aller pour la 2e opération. Elle a besoin d'une vulvoplastie. Non mais voilà. Oui, tu as bien entendu, une vulvoplastie. Donc je te resitue où se situe une vulve chez un chien. C'est à peu près. Voilà. Ouais, je vois, j'apprends à savoir. Parce qu'elle a une petite vulve atrophiée qui lui occasionne des tas d'infections, notamment des mycoses et des cystites qui pourraient être évitées. Voilà, donc là on était sur un petit passage glamour sur la santé de mon chien, mais par exemple le Frenchie, dans certains pays, on commence à se dire qu'ils vont être interdits. Le cavalier King Charles, c'est pareil, parce qu'en fait, ce qui nous séduit chez lui, c'est sa petite tête avec ses grandes oreilles, sauf que parfois, sa tête est tellement petite que son cerveau dépasse derrière. Donc, cette race commence à être interdite, notamment aux Pays-Bas. Ouais, mais c'est très sérieux. Et aujourd'hui aussi, là, on est carrément sur du Frankenchien, c'est-à-dire que tu peux créer pratiquement ton chien à la demande. On est sur du chien ubérisé. Tu peux croiser n'importe quelle race pour avoir ton chien exclusivement. Donc, par exemple, il y a le Pomsky, qui est le croisement entre le loulou de Poméranie et le husky. Donc un loulou de Poméranie, c'est une espèce de petite peluche vraiment très très petite, et le husky, bon bah c'est ce chien que tu connais de Game of Thrones. Évidemment, la manière de concevoir ne se fait pas naturellement, ça sera en laboratoire puisque du coup ça ne peut pas se faire. Bon, ça peut créer des problèmes de santé, de dysplasie de la hanche, par exemple. On ne sait pas très bien, en fait, où vont nous mener ces nouveaux croisements. On peut pas les appeler races, parce que les races, il faut vraiment que tu aies eu une dizaine d'années de recul pour voir ce que ça donne. Juste 10 ans. Ouais. C'est pas long, 10 ans. Ben, c'est quand même déjà, quand tu es éleveur, c'est quand même, tu vois, c'est quand même assez long. Qu'est-ce qu'il y a comme race très populaire? Alors, aux États-Unis, ils sont tous fous de labradoodle. Donc, c'est un croisement entre le labrador et le doodle, donc le caniche, parce que le caniche est réputé hypoallergénique. Son poil est censé ne pas irriter. Pour le moment, en fait, on ne sait pas ce que vont donner ces croisements. On sait pas. Voilà. C'est quoi les chiens les moins transformés, du coup, entre guillemets? Bah, c'est une excellente question. Il existe tout un mythe autour des chiens primitifs. Donc, les chiens primitifs, c'est qui? C'est le Akita Inu, le Spitz, le Shiba Inu.
Tu sais, c'est le Shiba Inu, donc c'est ce chien qui ressemble à un petit renard. Si tu suis Squeezie, tu l'as probablement déjà vu. Alors c'est Squeezie qui a fait exploser le Shiba Inu en France, par exemple. D'accord. Et avec lui toute la courbe des primitifs. Squeezie, c'est un enfant des années 2000. Il est fan de manga, il est fan du Japon. Ouais. Donc il va évidemment chercher son chien de son pays préféré, qui est le petit Shiba Inu. Sa vidéo explose, hein, elle est visionnée plusieurs millions de fois, et à son retour, les courbes explosent. Les courbes explosent. Donc ces chiens sont réputés plus authentiques, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils seraient plus à même de survivre dans la nature. Donc contrairement à Toutout, comme on a déjà dit, qui survivrait à rien du tout. Est-ce que c'est vrai? Pas vraiment, parce qu'en fait, il n'y a pas un univers parallèle où il y aurait des chiens qui se seraient développés de manière autonome en étant protégés de la civilisation, et d'autres chiens comme le bulldog français, donc comme Toutout, qui auraient été extrêmement modifiés et prêts à vivre avec les humains. En fait, c'est un vrai argument marketing, quoi. C'est en fait comme avant t'achetais une bagnole qui était un 4x4 crossover, t'achètes aujourd'hui un primitif parce que tu te dis que ça va coller à ton style de vie, un peu Patagonia, tu vas à la salle d'escalade et puis peut-être une fois par an tu vas faire une rando, quoi. Un peu plus quand même. Je me moque là un peu. Non, mais sympa. j'ai l'impression que par exemple les bergers allemands, les huskies, c'est des chiens qui sont Alors anciens, quoi. c'est parce qu'ils sont plus gros. En fait, mais ils sont pas forcément plus anciens. En fait, les races, donc il y a le LOF, le livre des origines françaises, qui répertorie vraiment toutes les races de chiens depuis leur origine. En fait, c'est assez récent, hein, ça a 200, 300 ans. C'est pas les races, en fait, elles sont assez récentes. Le fait Après 300 ans, c'est quand même mieux que 10. 300 ans, c'est quand même mieux que 10. Enfin, ou non, Oui. moi. C'est pas quoi, mais quand même. Tu parlais tout à l'heure de la place du chien dans le couple. Et alors, avant d'aller là, Alors vas-y, parce que là on a un gros morceau. Avant d'aller là, j'allais aller sur, parce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas problématique que les célibataires aient des chiens? Mais ce que j'observe chez mes amis qui ont des chiens et qui sont célibataires, c'est que ça génère énormément de conversations avec des gens à qui tu n'aurais absolument pas parlé normalement dans la rue. Dans la rue, où en fait tu changes de mode de vie de cette manière, parce que tu suis ton chien. Alors, le chien est un catalyseur social énorme, surtout en milieu urbain. C'est-à-dire, honnêtement, Toutout a un chien de Covid, donc elle est arrivée juste après. D'un seul coup, j'ai commencé à sortir minimum 4 fois par jour, 6 avec elle, parce que donc on le redit, elle a une petite vulve, donc une petite vessie aussi. Elle a besoin de beaucoup faire pipi. Et 6 fois par jour, il n'y a pas une fois où je sors où je ne parle pas à quelqu'un dans la rue. Je vends sincèrement que sans chien, tu ne parles pas à 6, 10, 12 personnes différentes. Et puis même sur des sujets un petit peu intimes. Bon, comment ça va, son petit bidou en ce moment? Et enfin, tu noues des liens extrêmement rapidement. Quand j'en parlais à des mamans d'enfants humains, elles me disaient c'est tout à fait comparable à la sortie de l'école où vraiment d'un coup tu noues des liens avec des gens dont tu te sens proche. Je pense que si ce mouvement est extrêmement fort et émergent, c'est que pour toute une partie de la population des grands centres urbains, c'est quelque chose d'inédit. D'un seul coup, ils arrivent à partager autour de quelque chose qui n'est pas d'aller boire un verre, qui n'est pas d'aller à la salle de sport, qui n'est pas d'aller au travail. C'est quelque chose vraiment de l'ordre du plaisir, où ton amour pour ton chien est tellement irrationnel que tu te caches pas, en fait. Il y a aussi un acte de ressemblance. Toi aussi, t'as pris un chien. Enfin, je sais pas, il y a... Non, mais je sais pas, j'ai Et moi, elle me ressemble. Non, pas ressemblance dans ce sens-là, ressemblance entre humains qui ont décidé d'adopter des chiens. Oui. Ou de se faire adopter par des chiens. Ou de se faire adopter par des chiens, oui. Je sais pas dans quel sens c'est. Mais en fait, ton socio-style, il va finir par se ressembler, puisqu'en fait, tu vas te rassembler au Dog Concept Store. Je fais un petit clin d'œil à Clara de la Casa del Dogo, qui a un Dog Concept Store canin. Donc, alors qu'est-ce que c'est un Dog Concept Store canin? C'est vraiment une boutique faite par et pour des dogs parents, où elle organise régulièrement des petits déjeuners pour des gens qui ont un chien de la même race. Donc tu as les petits déjeuners bulldog français, tu as les petits déjeuners spitz, et c'est assez amusant parce que j'ai eu l'occasion d'être en reportage là-bas. Et les gens te disent, mais c'est bien ici, je ne suis pas jugée, je peux rencontrer des gens qui, comme moi, aiment leur animal, et je peux acheter un donut pour chien à mon Spitz sans être regardé d'un mauvais œil. On peut s'échanger des conseils entre maîtres qui ont la même race de chien.
Oui, un donut pour chien. On sait que les donuts, c'est pas bien pour les humains déjà, mais les donuts pour les chiens, j'imagine, c'est pas terrible non plus. Alors, ceux-là ont été réalisés avec un nutritionniste canin, je te rassure. Oui, en fait, si tu veux, ce qui est amusant, c'est que du coup, toute cette nouvelle population, avant, elle allait au coffee shop, elle allait acheter son donut et son cappuccino. Bon, bah, qu'est-ce qu'elle fait pour son petit chien? Elle va acheter son dogoccino, son pupuccino, voilà, quel que soit le nom que tu lui donnes pour son chien. Et puis, elle va aussi lui acheter une petite pâtisserie canine réalisée dans le dog coffee shop. Attends, pardon. Le pupuccino, là. Je découvre en même temps. Non, Mais il y a pas de café à l'intérieur, on est d'accord? Non. En fait, le plus souvent, c'est de la crème de coco. Donc quelque chose où il n'y a pas du tout de sucre. Voilà, non, en fait, ça mime visuellement les codes du cappuccino, mais en fait, c'est de la crème de coco ou c'est de la crème de quelque chose où il n'y a pas de sucre. Tu as un petit topping à base de sardines déshydratées ou alors du beurre de cacahuète ou parfois même du poulet séché. Donc, je te recommande pas de le goûter, mais ton chien adore. Oui, j'ai bien conscience on n'a pas le même goût en général. Mais en fait, finalement, à la fin, ça fait plaisir à qui? Ça fait pas plaisir au chien, ça fait surtout plaisir à son humain, qui sera ravi de mettre la petite photo sur Instagram en taguant son chien, qui a souvent un petit compte Instagram, et puis le Dog Concept. Ta petite mimique, j'espère on verra à l'écran. Bah, en fait, parce que là, je donne des détails extrêmement précis, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout ce qui avant aurait pu représenter l'amour pour ses enfants. Donc finalement, tu t'es acheté, j'en sais rien, une marinière Saint-James, tu achètes la même pour ton enfant. Aujourd'hui, il existe une toutounière Saint-James pour que tu puisses t'habiller. Pareil, en fait, toutes les problématiques de l'éducation, de la nutrition, tiens, mon chien est à mini-moi, glissent doucement vers les chiens. Donc tu retrouves les mêmes produits humains pour les chiens. Donc on a fait un transfert des enfants vers les chiens, quelque part? Oui, Ou les humains vers les chiens? ouais, je pense quand même que c'est de ce ressort-là. Il faut vraiment assumer ce lien. Et d'ailleurs, en France, on peut citer Hélène Gâteau, qui est à la fois vétérinaire et chroniqueuse, que tu as peut-être vu à la télé ou sur RTL où elle officie. N'ayant pas de chien. N'ayant pas de chien, voilà. Donc avec son petit chien colonel. Donc elle a écrit un chien qui s'appelle Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien plutôt qu'un enfant. Elle assume complètement et c'était la première en France à l'assumer de cette manière-là. Voilà, je ne veux pas d'enfant et si j'ai choisi d'avoir un chien, c'est parce que vraiment j'avais envie d'avoir un chien. Elle reconnaît tout à fait qu'il y a quelque chose du ressort de la maternité, mais qui n'est pas tout à fait la même chose. Ok. On arrive au couple. Allez. La place du chien dans le couple. Alors moi j'ai vu, alors il y a ton exemple, mais moi j'ai vu pas mal de couples où effectivement le chien arrive enfin, c'est une sorte de prédisposition à avoir un enfant dans le sens où, il y a pas mal de gens qui me disent avoir un chien c'est une bonne préparation pour avoir un enfant parce que du coup il y a une charge mentale, il y a Je ris, tu me vois rire là, tu me vois rire. non mais il y a une charge mentale. Et donc, du coup, faut s'en occuper, faut l'emmener chez le véto, faut le sortir, faut machin, faut truc. Et on sait bien, en tout cas statistiquement, que les hommes, pardon pour le genre, mais quand ils ont des enfants, ou en tout cas quand ils se mettent en couple, ils font moins de tâches ménagères que quand ils sont célibataires. Et quand ils ont un enfant, ils font encore moins de tâches ménagères. Tandis que la femme, forcément, compense, donc elle en fait plus. En général. Statistiquement. Alors, je parle pour les enfants, là, je suis pas sur les chiens. Hein. Je n'ajoute rien, tu dis tout tellement mais je suis très curieux de comprendre, justement, comment ça se passe sur les chiens. On peut quand même rendre grâce aux hommes qui font deux choses de mieux, ou en tout cas plus, selon les études que les femmes. Ils jouent plus avec le chien et ils leur laissent plus lécher leur assiette que les femmes. Voilà, ce sont les deux postes sur lesquels les hommes sont plus performants, entre guillemets. On touche vraiment une énorme problématique qui est on reproduit les biais de genre quand on adopte un chien. Voilà, ça c'est sûr. Si on est en couple, la charge mentale, elle va être plus forte pour la femme, qui va avoir tendance à plus s'en occuper, à prendre les rendez-vous chez le vétérinaire, à envoyer les fiches de soins, car il n'y a pas de sécurité sociale, donc c'est un tout petit peu plus complexe, donc il faut envoyer toute la paperasse pour se faire rembourser. Elle va avoir tendance à plus anticiper. Donc pareil, sur les courses, bah non, on n'achète pas une boîte, on n'achète pas une boîte de croquettes, on en achète pour la semaine, comme ça on n'a pas à y retourner. Voilà, on anticipe.
On sent le véhicule. On sent le vécu, mais je veux pas trop le flageller parce qu'en même temps, il a aussi beaucoup payé les frais vétérinaires. Mais c'est ça qui est extrêmement amusant, c'est dans mon couple, il y a eu une reproduction genrée de tout ce qui se passe dans tous les couples où il y a des enfants. C'est l'homme avait tendance à payer pour les frais vétérinaires ou pour les croquettes, et puis madame se tapait toute la charge mentale du reste. Parce que voilà, quand on paye, on ne s'occupe pas du reste. Voilà, c'est bien connu. Alors, j'ai été victime de la charge mentale de la croquette, comme j'ai dit dans le bouquin. Et comme moi, il y a quand même entre 10 et 16% des couples qui se séparent à cause de ça, à cause de la surcharge due au chien. Si ces couples se séparent, probablement aussi c'est que effectivement c'était un peu un test avant d'avoir un enfant. Bon bah le test n'a pas été réussi. Oui, aujourd'hui, je suis assis en fait. bah oui, non mais complètement. Bon alors c'est mon ex était quand même pas débile, c'est-à-dire que c'est lui qui m'a offert tout. Il s'est dit bon bah de toute façon c'est soit je lui offre un chien, soit je lui fais un gamin, donc Oui. voilà. Bon il s'est dit bon. Alors c'est sûr que voilà, ça a plutôt, on va dire, c'était un exhausteur de problèmes. Ce chien, c'était un exhausteur de problèmes, et les problèmes préexistaient, ils étaient juste moins visibles, et à cause ou grâce à tout, on va dire que voilà, on les a vus un petit peu plus vite. Donc aujourd'hui, nous sommes coparents de tout. Voilà, nous faisons garde partagée. Parce qu'il y a ça aussi, effectivement. Alors ça, c'est un énorme sujet qui est extrêmement rigolo. C'est comment finalement tu fais après une rupture pour continuer à coparenter le chien. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe extrêmement mal. J'ai un exemple en tête où ils ont même failli se battre, tellement ça se passait mal à la sortie d'une visite vétérinaire. Pour autant, en fait, c'est exactement pareil. C'est finalement la femme va porter aussi l'organisation de comment on fait finalement pour s'échanger le chien, comment on fait pour équilibrer les finances avec un vrai 50-50 pour la nourriture, pour les soins vétérinaires, qui va aller chez le vétérinaire. Ouais, ça va jusque là. Et il y a forcément un sujet autour de le déménagement. C'est-à-dire que si tu rencontres quelqu'un qui habite pas du tout au même endroit, comment tu te partages le chien? Bah ça c'est une excellente question que je ne me suis pas encore posée. C'est sûr que pour le moment, le fait de rester dans le même quartier c'est fondamental pour pouvoir se passer le chien. Bah oui, non mais ça. Non mais donc t'as intérêt vraiment à être dans une sacrée bonne entente avec ton partenaire ou ton ancien partenaire. En fait, ça se passe tellement pas bien qu'aujourd'hui il y a des cabinets d'avocats spécialisés dans les ruptures et dans comment on fait pour la garde du chien, parce que parfois en fait le chien sur le papier, ben il est à quelqu'un, sauf que dans la réalité, c'est finalement l'autre personne qui s'en est vraiment occupée. Comment sur le papier il peut être quelqu'un? Oui, parce qu'en fait, quand tu adoptes un animal, tu mets, voilà, il y a ton nom dessus. Il y a ton nom dessus. Moi, personnellement, c'est le mien qui est dessus. Je tiens à le souligner. Je tiens à le souligner. Il peut arriver que entre voilà ce qu'on met sur un bout de papier et ce qui se passe dans la réalité, ça soit différent. Donc c'est parfois très difficile, il y a vraiment des ruptures qui se passent extrêmement mal, ça peut parfois être un moyen de pression sur ton ancien partenaire, il peut y avoir des menaces proférées à l'encontre de l'animal. Donc vraiment quand je te dis qu'aujourd'hui, je pense à ces Dodge, le cabinet Dodge qui est à Lille, où vraiment elle est spécialisée là-dedans sur les ruptures, donc dans les divorces ou dans les cas de séparation pour le chien. Donc tu imagines, tu as un amour tel pour ton chien que tu es capable de payer plusieurs milliers d'euros de frais d'avocat pour avoir en fait ce chien. Aux yeux de la loi, ton chien il n'a pas plus de valeur dans une séparation qu'une table ou qu'une chaise. Oui, c'est ça, on est d'accord. Ah légalement, ton chien c'est un bouquin quoi. C'est un bouquin, c'est. Oui, la loi n'a pas été remise à jour. Non, la loi n'a pas été remise à jour. Alors il y a une bonne raison à ça quand même, c'est que si on devait le faire, ça voudrait dire que le chien deviendrait personnalité morale, et là ça foutrait tout un pan de la législation quand même. Ça serait très compliqué. Ouais. Est-ce qu'on humanise pas trop les chiens? Alors ça c'est une question qui revient hyper souvent, et j'ai envie de faire une réponse de Normand qui est oui on les anthropomorphise trop, et oui on en fait trop, et oui on les aime trop. Parfois malheureusement ça va trop loin même pour eux, c'est-à-dire qu'il y a des petits chiens qui ne touchent même plus jamais le sol quoi. Ils sont en prison aérienne toute leur vie parce qu'ils sont tellement petits qu'on les habille, qu'on les traite un peu comme des bébés, mais ça répond pas à leurs besoins. Donc est-ce qu'on en fait trop? Oui. Pour autant, c'est génial, c'est-à-dire que pour la première fois de l'humanité, on commence à se dire « Ah mais attends, mais en fait, ils réfléchissent autrement, mais sont des êtres scientants.
Ils réfléchissent différemment, mais donc eux aussi ils ont tu vois, une psychologie qui leur est propre. Donc ça va aussi, je pense, surtout avec la nouvelle génération qui porte des ambitions écologiques qui sont fortes, ça va aussi vers un mouvement de comment on fait pour mieux traiter les animaux en règle générale. Et puis on va pas se cacher, là en fait c'est pas les lions les rois de la jungle, c'est les chiens, ils ont tout compris. Parce que aujourd'hui si tu as un chien, honnêtement tu es extrêmement bien traité, on n'a pas la même considération, la même empathie. Pour un mouton, pour un poulet d'élevage, si on devait commencer à se poser... Ça vient pour les poules, ça vient. Ça vient. Non mais voilà, si on devait commencer à se poser les questions pour chacun des animaux de cette terre, je pense qu'on serait surpris de constater qu'ils ont une intériorité qui finalement n'est pas si éloignée de la nôtre, c'est juste que eux, leur enveloppe corporelle, c'est un petit cadeau qui est un emballage cadeau qui est différent du nôtre en fait. Voilà, donc les chiens ils sont emballés en être trop mignons. Oui, c'est sûr. Tu parlais un petit peu des bienfaits des chiens. Tu peux nous parler de sa santé mentale parce qu'il y a aussi ce truc, c'est-à-dire qu'en fait le chien, il a un rôle sur notre santé mentale. Alors, toutes les études scientifiques le prouvent. Je te les mets en vrac. Lorsqu'on a un chien, le niveau de stress baisse. Un lien d'attachement qui nous apaise énormément, vient en fait, nous canaliser, nous combler. Lorsqu'on les regarde, lorsqu'ils nous regardent, notre cerveau se met à développer de l'ocytocine. C'est les mêmes aires du cerveau qui sont activées lorsqu'on les regarde que la relation qu'on peut avoir avec un enfant. C'est pour ça que la relation chien maître ou dog parent et chien enfant, elle est pas si déconnante en fait, si tu veux. Considérer son chien comme son enfant, c'est pas déconnant. En tout cas, quand on passe ton cerveau à l'IRM, c'est pas déconnant. Ce sont les sont les zones de l'attachement qui sont activées. On s'aperçoit que lorsque on emmène son chien avec soi au travail, ça aussi, hein, c'est un autre mouvement, le bet at work, qui est en train d'émerger. Lorsqu'on emmène son animal avec soi, on va avoir tendance à être plus concentré, à nouer des liens qui sont différents avec ses collègues, parce que le chien lui fait pas de différence entre ton boss chiant, Martine de la compta, et puis ton collègue sympa. Donc voilà, ça crée d'autres liens. De plus en plus d'études s'intéressent aussi à la psychologie du chien. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. On a Claude Beata en France, hein, qui est un grand ponte de la psychologie canine, qui a publié plusieurs ouvrages à la fois sur la psychologie canine et sur la psychologie féline. Et il reçoit Frégis, qui est d'ailleurs là où va tout à peu près une fois tous les mois parce qu'elle est tout le temps malade. Et il fait des consultations de psychologue. Donc il est psychologue pour chiens. Et évidemment, en fait, la séance finalement, elle tourne autour de l'humain, puisque finalement, c'est nous en fait qui ne répondons souvent pas à leurs besoins, et c'est eux qui développent des problèmes psychologiques. Donc, ce qui est super drôle quand même, c'est que nous, qui sommes finalement encapsulés dans des appartements un peu petits, qui avons des problèmes de poids, qui avons des problèmes psychologiques, finalement, on reproduit nos problèmes humains, glisse aussi sur eux, eux qui maintenant sont confinés, qui ont des problèmes de malbouffe, parce que ce sont les mêmes, les géants de l'agroalimentaire, ce sont les mêmes pour les humains que pour les chiens. Ils ont tendance à moins faire de sport, donc ils ont tendance à s'empâter. Donc eux aussi développent des problèmes psychologiques. Donc finalement, nous, c'est pas si différent quand même. Mais du coup, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est en train parce qu'on les humanise beaucoup, on est en train d'avoir un impact négatif sur les chiens. Malgré nous, hein. Malgré nous, oui, parfois un peu malgré nous. T'as complètement raison. T'as complètement raison. Et j'avoue que j'ai fait plein d'erreurs avec Toutout. Par exemple, je lui ai acheté un petit pull dont j'essaie encore de justifier l'achat de la marque Carhartt pour ne pas la citer. C'était un pull en laine, sauf que la laine, ça gratte, même les chiens. Donc elle l'a mis une fois. En fait, moi, je pensais lui faire plaisir, sachant que j'ai exactement le même. Mais en fait, non, ça ne lui a pas fait plaisir. Pareil, j'ai commencé à lui distribuer des petits snacks. Tu vois, un peu qui pourrait ressembler à des bonbons, mais pour chien, sauf que ça l'a rendue hyper exigeante, comme un enfant roi. Voilà, mon chien est devenu un chien roi parce que je lui donnais trop de snacks. Ce n'est pas leur rendre service, en fait. Ce n'est pas leur rendre service, mais la frontière est mince. C'est-à-dire entre faire des activités avec eux qui vont être extrêmement bénéfiques. Par exemple, tu as le canicross. Bon, alors moi, tout le canicross, c'est-à-dire qu'elle est un peu petite. Ouais, elle est un peu petite, mais tu vois, pour des chiens, par exemple, on parlait du berger australien, berger allemand, berger belge, tout ça, ça fonctionne très bien. Ils sont hyper contents, ils vont avec toi en forêt, ils courent, c'est une activité qui est super, tu vois. Donc il y a plein d'activités qui sont extrêmement bénéfiques pour eux, et il y a plein d'activités comme faire du shopping, les habiller et leur faire des activités dont ils ont rien à faire, qui sont pas si bonnes que ça. En fait, il faut d'une certaine manière, il faut les sortir
du consumérisme, mais dans ce que tu décris depuis le début, en fait, les chiens, c'est devenu du consumérisme, c'est-à-dire qu'en fait, tu choisis la race, il y a plein de produits associés qui, objectivement, sont complètement superfétatoires, ils servent à rien. Ouais. Et on se fait plus plaisir à nous qu'aux chiens. Mais en fait, et je sais pas dans quelle mesure c'est le business qui draine ça, ou est-ce que c'est les gens qui sont demandeurs, tu vois? C'est extrêmement intéressant. Là, t'as mis le doigt sur quelque chose. Ils sont à la fois objets de consumérisme et sujets de consumérisme. Donc, ils sont en soi déjà objets. C'est nous qui les consommons. Voilà, pour les faire correspondre à notre socio-style. Et à la fois eux-mêmes consomment, parce qu'il faut pas s'y tromper. Les grands de l'agroalimentaire, quand ils ont vu qu'on faisait moins d'enfants et se sont dit, mais tiens, comment on va faire pour gagner de l'argent? Ils se sont dit, ah, mais tiens, mais on pousserait pas le mouvement de pet parenting? Alors après, ça s'est fait de manière un peu concomitante, c'est-à-dire que l'amour des chiens préexistait à tout ce mouvement, mais quand même, par exemple, Procter & Gamble, il y a peu de temps, quand ils sont arrivés en France, ils se sont dit, bah tiens, on va essayer de pousser ce mouvement en France. Ce qui est hyper intéressant, c'est que avant, tu sortais d'HEC, d'une école de marketing, d'une école de commerce, tu voulais devenir trader, voilà, des métiers extrêmement valorisés socialement. Aujourd'hui, si tu sors de ce genre d'école et que tu lances pas ta marque de croquettes bio ou ton dog concept store canin, mais t'as raté ta vie. C'est ça aujourd'hui qui fait rêver. Devenir toiletteur canin, maintenant on dit dog wash, on ne dit plus toiletteur, on dit dog wash. Aujourd'hui, ça fait rêver. Et d'ailleurs, tu vois toute la Gen Z qui pousse un nouveau business qui est assez émergent en France. Est-ce qu'on croise les tendances? Bah, tu disais oui sur le cappuccino et le latte, etc., j'imagine. Là, il y a une grosse tendance autour du matcha pour les humains. En tout cas, à Paris. Mais on pourrait imaginer un matcha pour, enfin, je sais pas comment ça s'appellerait, mais Un matchachino, non, je sais pas, un jogo, un matchachino. Bah, en ce moment, si vraiment je sais pas quand est-ce que l'épisode sera diffusé, mais jusqu'au 21 avril, tu as au Bon Marché 3 étages dédiés aux chiens, où le décor est absolument incroyable. Ils ont quand même remplacé, dans ce temple de la consommation, ils ont remplacé les escalators par des zoos. Ils ont, j'y étais en dédicace ce week-end. Voilà, je fais ma pub en même temps. J'étais en dédicace ce week-end, je fais ma pub. Et là, tu as, je pense, tout ce qui se fait à la fois de mieux, de plus what the fuck, ou alors de plus utile pour le chien. Là, je pense que tu vas avoir un bon mix, ça. Un bon mix. Je vais être dans l'hallucination. Dans l'hallucination. Et puis, tu sais, le marché du chien, c'est selon Bloomberg, ça va quand même représenter 500 milliards en 2030. Donc, chacun veut sa part de la croquette. Et là, c'est le moment d'avoir sa part de gâteau. Oui, c'est ça. Et le marché, pour le moment, est suffisamment grand, à la fois pour les grands de l'agroalimentaire, à la fois pour les petites marques qui se lancent. Quand je pense que j'ai failli lancer une boîte sur le sujet il y a 15 ans. Ah bah, sûr. Il y a 15 ans, et je sais pas, on s'est arrêté, on a été aussi parmi les Trop en avance. parmi mes échecs. Non, pas du tout, je pense pas, mais parmi mes échecs, il y a celui-là. Ah non. Non, mais j'en ai plein de moi des échecs. Quand les gens me demandent, je peux faire une très longue liste, et entre autres, c'est d'avoir abandonné ce projet en 2 secondes, alors qu'en fait, Bah, peut-être ça peut revenir autrement. ouais, bon, je crois pas. Mais Ou au moins ta sensibilité au sujet, le fait que je sois là aujourd'hui. Exactement. Donc, je remercie ton échec. Exactement. Qu'est-ce que je vais te demander d'autre? Attends, je regarde mes petites notes en même temps. Mais regarde. Il y a une question que j'ai notée, mais on a un peu adressé le sujet, mais comment on arrive à concilier l'amour qu'on a pour les chiens et le respect de la nature animale? Bah, c'est une excellente question. Aujourd'hui, je vois quand même, là, si on sort de l'anecdotique, je vois à un niveau à la fois législatif, d'urbanisme, légal, je vois des choses émerger. Par exemple, de plus en plus de villes ont envie d'être villes amies des agneaux. Donc c'est un peu comme les macarons des villes fleuries, sauf que là c'est des villes une patte, 2 pattes, 3 pattes. Donc pour avoir ces macarons, il faut vraiment que tu arrives à inclure ton animal dans la vie de la commune. Donc est-ce qu'il y a suffisamment d'espaces verts? Est-ce qu'ils sont acceptés dans certaines entreprises, dans les mairies? Est-ce qu'il y a des distributeurs de sacs à crottes? Enfin voilà, il y a vraiment des critères qui sont extrêmement poussés. Est-ce que par exemple les services de police ont été sensibilisés à la maltraitance et que si tu vas avoir un coup de fil d'une personne, est-ce que la plainte du coup va bien être reçue, va bien être traitée? Donc on va quand même vers de plus en plus de sensibilisation. Au niveau de l'Europe, là tu as à la fois t'as une discussion qui est ouverte justement sur comment on fait pour que les animaux de manière générale soient mieux traités. On réfléchit aussi activement à la question de comment bien traiter les animaux, qu'ils soient d'élevage ou pas d'élevage.
Ce que je vois aussi, c'est que de plus en plus, tu as de plus en plus de médias qui se lancent, donc de plus en plus d'informations sur comment bien élever ton chien, sur comment bien répondre à ses besoins. Donc, je vois quand même un mouvement qui est aussi extrêmement concret. Et puis, on va pas se cacher, dans les villes, on a quand même un petit peu pété un plomb, mais depuis le périurbain, la campagne ou les autres villes, ils nous regardent quand même un peu d'un œil. On vous a pas attendu, les Parisiens, pour bien traiter nos chiens quand même. Et c'est marrant ce que tu dis sur la ville, parce que j'avais une discussion ce matin justement sur le fait que les villes n'avaient pas été designées pour les hommes, pour les humains. Bah, ni pour les chiens, ça c'est Et sûr. pour les chiens non plus, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas l'humain, il a besoin de marcher, il a besoin de s'étirer, il a besoin de se pendre, il a besoin de se pendre avec ses bras, hein, bien sûr. Oui, non. Il a besoin d'avoir des torsions, il a besoin de faire du mouvement, quoi. Et c'est vrai que dans nos vies, et c'est intéressant parce que, ce que la personne me disait ce matin, c'est que quand on regarde la différence entre un chimpanzé et un humain, ce qui fait l'immense différence, c'est que le chimpanzé regarde vers le bas. Oui. Donc il a un champ de vision assez faible. Et le fait que l'humain remonte la tête, ça a développé son cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai lien entre le développement du cerveau et le fait qu'on ait relevé la tête. Ah, c'est incroyable. Et là, en fait, comme on est en train de rebaisser la tête vers notre téléphone, notre écran ici, Ça nous embête. alors, l'évolution du cerveau est quelque chose qui prend énormément de temps. C'est sur des millénaires. Néanmoins, oui, d'une certaine manière, on peut se dire, on revient, on va retomber dans comment ça s'appelle ce film avec les singes. Oui, dans la planète des singes. La planète des singes, tu vois. Les gens vont lever la tête et qu'une alors, sur les... je sais pas si les chiens ont besoin de lever la tête, mais une chose est sûre, la ville est vraiment pas faite pour eux. Je sais qu'aujourd'hui à Paris, il y a la maison des animaux qui vient d'ouvrir, donc ça marque quand même, si tu veux, un signal fort dans le fait que on a envie de prendre plus en compte les animaux. Les caniparks et les associations de caniparks sont en train de se fédérer. Donc on a une première fédération quand même des caniparks parisiens, ce qui est quand même assez incroyable. Pour le moment, le mouvement, il est pas hyper structuré. On voit à la fois un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, donc à la fois des chiens qui léchouillent des pastèques, bon ça à la limite encore pourquoi pas, en ASMR, moi j'avoue j'adore, mais pourquoi pas. À la fois on voit des éducateurs qui te distillent des conseils qui sont plus ou moins smart. Et à la fois, il y a quand même tout un mouvement émergent qui se structure, qui cherche à la fois légalement, enfin tu vois, des nouveaux cabinets d'avocats, l'Europe, même les pays, si tu veux, essayent quand même d'aller vers un peu plus de communication et vraiment une meilleure connaissance. C'est quoi le truc qui t'a le plus surpris dans ton enquête? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment surprise. Tout à l'heure, je suis surpris. Je sais pas si c'est les clubs privés canins à Los Angeles où tu payes 200 € par mois pour pouvoir accéder à un espace privé qui est un peu le Soho House, donc vraiment le club privé du chien. Je sais pas si c'est les mêmes clubs canins qui existent à Bangalore, qui est la Silicon Valley indienne, où tu as à la fois des expats, des Indiens et des clubs privés canins et des piscines en forme d'os. Et des toiletteurs qui sont capables de te teindre les poils de ton chien de toutes les couleurs. Je sais pas si c'est au Mexique ou finalement, d'ailleurs en Amérique latine, c'est l'un des lieux au monde où on a le plus de chiens. On les adore, on les aime. Ils sont la plupart du temps quand même bien soignés. Je pense qu'il y a une chose, c'est que derrière toute cette enquête où je parle des chiens, je parle quand même des humains, je parle de la mondialisation. Et je pense qu'il faut aller aujourd'hui au-delà des préjugés. C'est aussi 20 ans de vie que je raconte un peu dans ce bouquin, moi qui ai vécu au Mexique à Chihuahua. Quand j'avais 17 ans, j'étais un petit peu prédestinée, tu vois, il y a derrière la grande histoire, il y a aussi la petite histoire. C'est comment le monde a évolué, comment certains endroits qu'on considère pauvres, comme l'Inde ou le Mexique, sont en fait aujourd'hui très riches et dans certains endroits aussi riches, et on vit comme en Europe ou aux États-Unis. Ça n'enlève pas la pauvreté et l'insécurité, mais en fait, on est étonné de constater que dans ces pays qu'on considère pauvres, bah en fait non, on l'est pas partout, et on traite parfois les chiens mieux qu'en France en fait. Et bah oui, ça c'est extrêmement étonnant. Et je pense que la dernière chose étonnante, c'est que chaque pays a sa propre problématique derrière le chien. Tu vas à Séoul, on est passé dans une modernité extrême en à peine 50 ans, avec plus du tout d'enfants. Avant, dans les campagnes, on mangeait encore un plat à base de chiens. Aujourd'hui, il y a une loi quand même qui l'interdit. Alors, quand tu vas sur le terrain, tu t'aperçois que les jeunes n'ont jamais goûté à ce plat, que c'était déjà quelque chose de complètement désuet. C'est là où l'enquête terrain, elle est importante, parce que nous, on a tendance à se dire en Asie, mon Dieu, ils mangent que du chien. Attends, t'es pas partout. Non, voilà.
Que en Inde, tu as à la fois des chiens hyper riches qu'on soigne comme ici, et tu as à la fois la problématique des chiens de rue avec la rage et d'autres maladies qui sont transmises. Tu as en Afrique ces pays qu'on considère comme pauvres, or qui aujourd'hui génèrent énormément de richesses et où on commence à piquer les codes de l'Occident, et notamment sur le fait d'avoir un chien. Et puis t'as finalement les États-Unis où quand même est né le chien de connasse, faut le dire, tu vois, et le chien de hipster à New York, le chien de connasse à Los Angeles et le chien de hipster à New York. Moi, je sors énormément grandi de toute cette enquête et j'ai envie aujourd'hui de l'adapter en images, c'est-à-dire que ça a donné lieu à une enquête qui est à la fois écrite, où il y a beaucoup de photos, beaucoup de data. C'est très riche, hein, c'est un livre qui est aussi extrêmement fun, qu'on peut feuilleter, voilà, on peut vraiment picorer à son goût. J'ai envie de repartir. En fait, je n'ai qu'une envie, c'est de repartir, de faire encore plus de pays et de montrer ce qui se cache en fait derrière. Ouais. Comment on peut être un propriétaire, entre guillemets, je sais pas si je peux dire ça. Parce que de parents, propriétaires. Ouais. Propriétaire d'un chien. Je sais pas si on peut être propriétaire d'un chien. Mais enfin bref. Moi non plus, je sais plus aujourd'hui si on peut être propriétaire d'un chien. Ça. D'accord, ok. Mais non, je pense pas. En fait, plus je. Non, mais comment faire? Je dis est-ce que c'est possible? Bah comment faire? Ouais, mais je pense que c'est une excellente question. C'est dans ce monde qui est bouleversant à la fois de beauté, de développement, de fourmillement, de nouvelles idées où on n'a jamais autant eu accès à de choses qui pourraient nous faire du bien, et en même temps on se fait beaucoup de mal parce qu'on habite dans des villes qui sont pas tout à fait faites pour nous, qu'on sent qu'on est déprimé, hein. On a tout ici en Occident, mais on sent qu'on est déprimé, qu'il y a quelque chose de lié à l'intime, lié à l'accessibilité de notre intériorité qui nous manque, et ce chien vient réveiller tout ça en fait. Et je crois que j'ai pas la réponse à cette question, parce que je pense qu'aujourd'hui, dire mais c'est comment être propriétaire ou être dog parent aujourd'hui d'un chien, ça revient à dire mais comment on fait pour être humain dans ce monde qui est en bouleversement permanent. Je sais pas comment on peut faire, mais je sais que le chien peut t'aider en tout cas à vivre tous ces bouleversements d'une manière beaucoup plus zen et beaucoup plus joyeuse, hein, surtout. Et oui, et c'est important. Parce qu'on a parlé de la santé mentale. Merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie, Corée. Je pense que tu t'es bien amusé là, sur ce numéro-ci. Hein. Exactement. Le podcast s'appelle Vlan, on va savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Alors, j'ai envie de claquer la porte, je te disais au somme tout à l'heure, un peu pour rire, mais c'est vrai que j'ai envie de claquer la porte aux préjugés sur le chien. J'ai beaucoup souffert des préjugés, ça fait 3 ans que j'ai porté ce projet, donc là, ça y est, qui est écrit, qui est fini, qui a rencontré un grand succès médiatique, et j'en ai été la première étonnée. Il faut quand même bien se rendre compte que avant, quand on était une femme blonde de surcroît et qu'on s'intéressait aux animaux, c'était de la sensiblerie, on était considérée comme pas très sérieuse. Il faut savoir quand même, et je dois cette découverte à Ovidie qui a écrit Assise debout couchée aux éditions Lattès, dont je vous recommande vraiment la lecture. La sensiblerie aux animaux était considérée comme l'hystérie. Donc, c'est-à-dire, on considérait que c'était une maladie qui était féminine. On considère exactement, ça faisait vraiment partie des maladies psychiatriques. Et en fait, on en a gardé un peu ce stigmate de se dire, bah en fait, si on aime les animaux, si on y est sensible, en fait, il faut vraiment avoir quelque chose qui va pas. Ben non. Et moi, ce que j'essaye de dire aujourd'hui, c'est, on peut être une femme, on peut avoir une image un peu rose bonbon et vraiment complètement se considérer comme la digne héritière de Paris Hilton et de son chihuahua. Et pour le temps, mener une enquête qui est capée, qui est sérieuse, sur quelque chose qui vient dire beaucoup. Et j'ai réussi à émouvoir, mais même parfois des grands patrons d'entreprise, parce qu'en fait, ils se sont complètement reconnus dans le dog parenting. Et ce qui m'a complètement bouleversée, j'ai envie d'ouvrir la porte à ça. Du coup, c'est à l'émotion et à l'amour, parce que quand même, les chiens, ça représente 100 millions de propriétaires dans le monde, et ils aiment tous leurs chiens de la même manière, et j'ai été accueillie à bras ouverts dans chacun des pays où je suis allée. Le Mexique, reconnu comme dangereux, on m'a ouvert toutes les portes. En Inde, à Séoul. Et d'ailleurs, petite anecdote, la personne qui m'avait fait découvrir tous ces lieux là absolument incroyables à Séoul, aujourd'hui est devenue groomeuse. Donc elle a changé de carrière, elle était dans l'import-export, et aujourd'hui elle est toiletteuse canine, et elle me dit qu'elle est très heureuse. Donc je lui fais un bisou. Merci beaucoup, Mireille. Merci Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris.
N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.